Oui, mon ami. Je me donne la fiance. Dans ce numéro de C'est le foot, eh bien, il sera question de football, c'est une évidence, à quelques mois de la reprise des compétitions, si la situation sanitaire s'améliore. Ce sera au mois d'août prochain, ce qui laisse le temps aux présidents de club, évidemment, eh bien, de peaufiner leur préparation en termes d'effectifs, par exemple, tant au niveau des joueurs que de l'encadrement technique. L'exemple vient de la Gauloise, qui signe le bon retour eh bien, de celui qui a eu l'occasion de faire un travail considérable au sein de cette équipe. Je veux parler de Jean-Yves Vadimon. Il est donc à la tête de l'encadrement technique du club, laissé il y a 4 ans. Il est mon premier invité. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Richard, bonsoir à tous. La Juventus de Sainte-Anne, eh oui, eh bien, qui renoue avec la Régionale 1, une division laissée il y a 2 saisons. Le club revient avec sans doute des ambitions certaines. Pour en parler, eh bien, le secrétaire général, il est présent. Je veux parler de Charles Raguel et l'entraîneur adjoint, Gabi Troupé. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Richard Etienne. Bonsoir tout le monde. J'adresse un salut fraternel à chacun des participants. Merci, Charles Raguel. Ben, il a sans doute été contaminé par son frère, Willem médaillé, Willem Bellossian, médaille de bronze au championnat d'Europe, Amsterdam. C'était, rappelez-vous, ses amis téléspectateurs, en 2016, en athlétisme. Lui, Januel, eh bien, c'est le petit frère, 15 ans. Il a choisi le football, milieu de terrain du Stade Lamantinois. Il a signé eh bien, un contrat d'aspirant avec le club rennais, bien sûr, promesse tenue par le club breton. Willem et Januel sont présents, ainsi que le président justement de cette équipe du Stade Lamantinois, Michael Mirabli. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Richard. Oui, et pour être tout à fait complet, eh bien, je salue notre consultant Steve Masson. Ça va, Steve? Très bien, Richard, et bienvenue à tout le monde. Et ça fait plaisir petit peu de entendre un peu parler du football. Approche, on sent un petit peu, on commence à ressentir l'odeur du gazon. Donc, ça commence à sentir bon. Les jeunes commencent à reprendre l'entraînement, à jouer un petit peu en foot. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir. Et je suis très heureux d'accueillir le jeune Mégossian aussi et son grand frère champion. C'est un plaisir. Et Mathieu Mirabli, bien sûr, et mon ami Gabi. Et donc, la Juventus de Sainte-Anne. Donc, on aura de quoi parler ce soir. Et aussi, juste en dessous de vous, eh bien, Jean-Yves Vadimon, quand même. Bien sûr, Jean-Yves Vadimon. Bon, ce soir, qu'avec un maillot de Sainte-Anne en bleu. Et qui a été notre consultant à Canal 10. Voilà, exactement. Mais qui a signé à la Gauloise. Donc, il va nous dire un petit peu comment ça s'est passé et quelle a été en plus. Pourquoi il a pris cette décision. Oui, mais justement, ça, c'est un petit peu mon entrée, c'est un petit peu mon intro. Justement, alors vous faites un retour, et là je m'adresse justement à vous, Jean-Yves Vadimon, vous faites un retour inattendu, et oui, c'est le cas de le dire, à la Gauloise, au moment où vous étiez en phase de reconstruction, en ce qui concerne l'Arsenal de Petit-Bourg. C'est dur de quitter tout de même, comme ça, le navire en pleine crise sanitaire, s'entend. Non, mais Richard, je crois que l'Arsenal, c'était un projet qui était intéressant, avec des dirigeants, un staff technique, Rudy Pierre-Eugène et Bruno Taille-Pierre, avec lesquels on a fait du bon boulot. Bon, 4 ans, c'est pas mal pour un cycle. Mais je crois que ce qui nous a un peu amené à prendre cette décision, les uns et les autres, d'arrêter, je crois que la crise sanitaire y est pour quelque chose. Oui. Et suite à cela, je ne me voyais pas recommencer, parce qu'on est dans l'inconnu, on ne sait pas où ça va mener cette reprise. C'est vrai. On sait qu'il y a une crise sanitaire, mais il y a aussi une crise économique, etc. Donc, chemin faisant, j'en ai discuté avec le président Couder, qui m'a compris et qui a accepté ma démission dans un premier temps.
Et puis, donc, la vie continue. Mais je crois que, non, c'était quatre saisons avec une équipe jeune, parfois difficile sur les saisons. Mais je crois que ce qui était important, c'était cette entente qu'on avait au niveau du staff. Et ça se ressentait avec les joueurs. Donc, non, l'arrêt avec l'Arsenal n'est lié qu'à une seule chose, je dirais, c'est le trajet, quoi. Le trajet, au bout d'un moment, moi j'habite Saint-Claude, faire Saint-Claude de Petit-Bourg 3-4 fois semaine plus le match, voilà. Donc c'est tout ça qui a un peu motivé mon arrêt avec l'Arsenal. Oui, le trajet, c'est vrai. Et alors, comment vous avez été accueilli avec la Gauloise? Ah non, mais disons que la Gauloise, j'ai quitté la Gauloise en 2016, donc pour des raisons diverses. Je reviendrai pas là-dessus. Simplement, c'est que à la Gauloise, j'ai des amis. Hein. Le président, c'est un ami. Il y a de nombreux dirigeants qui sont amis. Et puis, je rappelle que ma première licence de football, c'était quand même à la Gauloise en 75-76, avant de partir en métropole. Donc, ce qui fait que la Gauloise, c'est un club que je connais bien. Et donc, quand le président le président Maté a su que j'arrêtais avec l'Arsenal, ben, tout naturellement, il m'a demandé si ça m'intéressait le projet de revenir. Et donc, ensemble, on a discuté les choses et je reviens avec un rôle de manager général où j'aurai l'ensemble du club dans son organisation à mettre en place les choses. On va peut-être voir quelques images justement de votre arrivée justement au sein de cette équipe de la Gauloise. Alors, comme j'aimerais bien savoir, ben voilà, d'ailleurs on vous voit justement Jean-Yves dès votre arrivée à votre retour, pardon, au sein de cette équipe de la Gauloise. Vous allez travailler en étroite collaboration, je crois, avec celui qui était là auparavant, à savoir Geoffroy. Oui, tout à fait, complètement. Donc, moi, je reviens à la mesure où Luigi Geoffroy, qui a obtenu son BMF la saison dernière, était en charge de l'équipe senior avec Ronny Edouard puis Palatin. Donc, il y a eu du changement par rapport à tout cela, ce qui fait que je lui ai demandé de continuer avec moi. Et puis, il y a surtout Aurélien Callot qui est kiné, mais qui va aussi s'occuper de la préparation physique. Et puis, Gérard Derride pour ce qui concerne les gardiens de but. Donc, globalement, le staff, il est en place. On n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on nous dise quand est-ce que ça aura démarré. Oui, je sais que vous avez beaucoup d'affinités avec un certain nombre de joueurs. Je sais qu'il y en a pas mal qui avaient quitté le club. Dès l'instant où ils ont appris que vous devriez vous aussi quitter la Gauloise, cela remonte à 4 ans. Hein. Est-ce que ces joueurs-là vont peut-être revenir avec vous ou pas? Ah non, moi je suis pas dans cet état d'esprit de venir avec et de partir avec. Non, non. Je crois j'ai rencontré le groupe le 20 mai dernier lors d'une réunion. Je leur ai bien expliqué qu'on avait besoin de tout le monde, qu'on voulait garder tout le monde. Je crois que le meilleur recrutement, c'est de conserver l'effectif, sachant que cet effectif-là n'a pas eu l'occasion de donner sa pleine mesure en raison de la crise sanitaire. Hein. La saison n'a pas été au bout, donc il y a un goût d'inachevé. Et je pense que c'est le challenge, il est là, à ce niveau-là. Et puis ensuite, après, s'il y a une ou deux recrues qui vont se présenter, on avisera. Mais en tout cas, l'objectif numéro un, c'est avant tout de conserver l'effectif dans sa globalité et de façon à pouvoir travailler ensemble. Je crois que c'est ce qui est le plus important. Oui, donc ça c'est l'un des objectifs, mais le club lui-même, c'est quoi son objectif prioritaire, j'ai envie de savoir? L'objectif du club numéro un, c'est de retrouver la sérénité, de retrouver, de dégager une image positive, etc. Donc, je veux dire, on a vécu quelque chose de particulier cette année, donc nous sommes tous un peu dans l'inconnu. Donc, on peut pas dire d'emblée qu'on va aller jouer le titre, qu'on va aller jouer la Coupe de France. Même si au fond nous aimerions bien viser ce genre de compétition. Mais je crois qu'avant tout,
et c'est là où je pèse bien mes mots sur ça. On doit retrouver une sérénité par rapport à ce que nous venons de vivre, qui est quand même un événement particulier et qui est hors du commun. Donc là, parmi les joueurs, on ne sait pas, peut-être qu'il y en a qui vont perdre leur job, il y a des entreprises qui vont fermer, il y a tout ça à prendre en compte. Il y a l'aspect social et puis il y a l'aspect aussi des gamins, des joueurs qui au niveau études attendent de savoir comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont rester en Guadeloupe, est-ce qu'ils vont partir. Donc on a trop de facteurs qui interviennent et qui font que pour l'instant, c'est complètement, ce serait complètement, je dirais, rêveur de penser à autre chose. Il faut rester réaliste et pragmatique sur ça, quoi. Oui, Steve. Oui, non, mais je suis absolument d'accord par rapport à ce qu'il a signalé. Et il y a quelque chose en plus, on est vraiment dans l'inconnu. Mais par contre, il y aura peut-être une chose qui sera très intéressante, justement, parce qu'il y a cette crise économique qui va donc se ressentir aussi au niveau du football, hein, au niveau de l'argent, au niveau des entreprises qui doivent sponsoriser, tout ça. Donc, je pense qu'il y aura un retour aux sources aussi des gens à jouer dans leur commune. Et pour l'avenir, je pense que ça peut être quelque chose de très bien et recréer un peu une dynamique de club, une dynamique un peu de bénévolat qui va s'installer, de famille dans les clubs et dans les communes. Et je pense que avant tout, ça sera peut-être un endroit, le football, comme c'est quand même un endroit où on rassemble un maximum de personnes, qui pourra peut-être retrouver un petit peu ses bases et de bénévolat et un peu de structure, d'accompagnement des jeunes. Et ça sera peut-être une bonne chose aussi pour le football guadeloupéen qui commençait un petit peu à partir dans tous les sens, avec des joueurs qui allaient jouer dans beaucoup de clubs, et alors qu'on connaît quand même la crise économique actuelle. Donc, je pense que ça aura vraiment un aspect positif et peut-être retrouver justement des vertus que certains clubs avaient auparavant. On savait, on reconnaissait le style de jeu d'une équipe qui joue à Basse-Terre, on reconnaissait une équipe de Steintan, leur façon de jouer, on reconnaissait l'équipe de Marie-Galante, on reconnaissait pas mal de choses par rapport à leurs vertus dans le jeu. Donc, peut-être on va le retrouver justement dans cette saison. Jean-Yves, ce sont des arguments que vous partagez avec Steve ou pas? Disons que ouais, Steve, il sait de quoi il parle. Nous entrons dans une période de mutation et je peux vous dire que malgré cette période de confinement que nous venons de vivre, les choses n'ont pas changé d'un iota. Ça recommence à délirer, on entend que tel est annoncé là, qu'on l'a contacté, qu'on lui a fait des propositions. Alors justement, c'est là où je me pose la question. Quand j'entends des propositions que l'on propose à un gars pour venir, et je me demande, est-ce que les clubs auront les moyens de tenir ces propositions-là? Et j'espère qu'on n'ira pas vers des promesses qui ne seront pas tenues. Parce que sincèrement, je ne vois pas comment un club qui avait un fonctionnement avec des partenaires privés cette saison peut me dire d'avoir l'assurance de pouvoir repartir avec ces mêmes partenaires-là. Je crois que tous les clubs sont au même niveau sur ce plan-là. Et c'est ça qu'on va avoir de grosses désillusions. Oui, mais vous n'avez pas l'impression, messieurs, c'est vrai que c'est un petit peu difficile sur le plan économique, mais vous n'avez pas l'impression que juste que ça va repartir, économiquement parlant, ça va repartir quand même. Ah, ça va être difficile. Moi, il suffit d'entendre les indicateurs économiques, que ce soit au niveau du tourisme, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau des entreprises, des PME. Tout le monde demande des aides. Tout le monde demande des aides. Donc, sincèrement, moi, je veux pas être pessimiste, mais ça sera difficile. Et cette crise-là, on va mettre 2-3 ans pour retrouver une vie normale. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de mettre un peu en garde tout ça en disant qu'on nous dit oui, qu'on va nous aider, il y aura des fonds. Mais attends, mais si tu as des gens en difficulté, l'argent qu'on va te donner va te permettre de renflouer tes caisses, mais est-ce que tu vas en avoir d'autres pour pouvoir mener à bien ton projet? C'est ça le problème. C'est comme si tu as une voiture, tu l'as achetée à crédit, on te donne de l'argent pour finir de la payer, mais tu n'as pas d'argent pour l'assurer, tu n'as pas d'argent pour mettre de l'essence. Donc, c'est exactement ça. Et c'est ce qui va se produire dans les clubs.
Oui, mais ce qui est sûr, c'est que sur le plan touristique, j'ai comme impression que ça va repartir dans très peu de temps. Je crois qu'il faut garder un petit peu Oui, d'espoir. oui, Richard, les gens Oui, vont revenir. oui, Mais oui, oui. entre-temps, tu restes pendant 2, 3 mois sans activité, Et donc les tu as une perte. restaurants, Ah oui, les restaurants, tu as une perte d'entrée d'argent. T'as pas d'argent qui est rentré, quoi. Donc, les loyers, et il y a les... tu as eu des charges. Je voulais quand même demander à Michael ce qu'il en pense par rapport à ce que vient de dire Jean-Yves, les difficultés économiques, entre autres. Oui, mais de toute façon, fallait, à un moment donné, le système qui existait de celui de s'appuyer que sur les partenariats et les partenaires économiques, à un moment donné, il fallait que les clubs aussi anticipent sur ce genre de choses et commencent à travailler sur la formation des joueurs, travailler sur un Oui, projet club qui permet justement au club de pouvoir parer à ces éventualités. On ne peut pas continuer à fonctionner en se disant que l'argent va couler à flot et de baser son projet de son club là-dessus. La formation, et c'est le choix qu'on a fait au Stade de la Montinoire, est plus importante à ce niveau-là, de promouvoir ces jeunes joueurs et de permettre à ceux qui ont le très fort potentiel de pouvoir partir sous la monopole et pour les autres d'avoir un très bon niveau pour pouvoir jouer en R1 au plus haut niveau local. Donc je pense que les clubs devront repenser leur politique sportive, leur stratégie de club pour pouvoir justement se lancer dans la formation et de permettre aux jeunes Guadeloupéens de pouvoir s'exprimer le mieux possible. alors, quand on parle de réflexion, évidemment, on pense également, avant de vous de redonner la parole à Jean-Yves, quand on parle justement de club, eh bien, je pense à la Juventus de Sainte-Anne. Et avec vous, Charles Raguel, vous êtes le secrétaire général. Bon, c'est vrai qu'il y a des difficultés un peu partout. Et quelle est votre lecture par rapport à cette situation quelque peu difficile? et la situation aussi du club, Richard. Ah oui, oui, du club, oui. Et les deux sont liés, effectivement, d'autant plus que, bon, il est sûr qu'avec la situation, la crise sanitaire, Oui. la crise sanitaire a des répercussions énormes sur la situation économique, par conséquent, sur la situation des clubs. Parce que quelque part, les clubs dépendent des entreprises, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, les clubs, en particulier, si je prends le cas de la Juventus, sont confrontés évidemment à des difficultés, c'est sûr. C'est dit, bon, ne perdons pas espoir de voir les choses vraies, être optimiste, mais ça ne sera pas tout de suite, ça c'est sûr. Il va falloir certainement attendre quelques temps avant que les choses ne s'améliorent réellement. Alors, bien. Même avant la crise, même avant la crise, même avant la crise, eh bien, il y avait déjà des difficultés. C'est vrai, on le sait, que les entreprises, eh bien, quelquefois, refusaient d'aider un peu les clubs. Donc, c'est une situation qui ne nous est pas étrangère, j'ai envie de dire, Jean-Yves. Pas du tout, pas du tout. Et je crois que je rejoins un peu ce que disait tout à l'heure le président Michael Merabli du stade. La Goise aussi a fait ce choix de la formation, puisque je tiens à rappeler qu'elle a signé un partenariat avec le stade de Reims. Et là, on n'a pas moins de 8 gamins qui rejoignent les centres de formation en métropole. Donc, quelque part, il y a un résultat. Et c'est vrai aussi que nous savons très bien que dans le lot de gamins qui va partir en métropole, ceux qui vont rester, on va tenter de les faire travailler pour qu'ils puissent jouer dans notre régional 1 en Guadeloupe, sachant que là aussi, on sait très bien que ceux qui n'ont pas réussi sur le plan foot vont partir sur le plan études. Donc, l'un de l'autre, on aura encore une fois de la perte en termes de pratiquants. Et c'est ça aussi notre difficulté. Donc, et puis là, avec la crise sanitaire, du moins la reprise, comment ça va se passer? Est-ce que nos jeunes vont quitter la Guadeloupe s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas de perspective pour eux? Donc, franchement, c'est un vaste problème, hein, et honnêtement, on fera comme on pourra, comme on peut dire. Si vous demandiez la parole tout à l'heure. Oui, non, mais je veux juste intervenir par rapport au président M. Rabi. Mais pour mettre en place quand même une politique d'accompagnement au niveau des jeunes, il faut quand même le financement. Donc, s'il n'y a pas quelques petites entreprises, je ne pense pas que c'est subvention d'une commune
qui suffit à un bon fonctionnement. Parce que rien qu'au niveau des transports, même s'il y a des aides pour les transports de la Fédération française, d'autres biens peut-être qui seront apportés parce qu'il y a des partenariats avec des clubs, mais c'est quand même tout de même difficile avec le manque aussi de subventions des communes. Et puis là, maintenant, avec la crise sanitaire qui est derrière, je pense que les subventions de la commune vont encore réduire. Donc, c'est vrai qu'on a beau dire, même s'il y a un accompagnement au niveau des jeunes, ça reste un accompagnement social, mais je veux dire, même pour les formations, à un moment ou à un autre, il faut bien que quelqu'un les prenne en charge. Donc, c'est vrai que moi, je m'inquiète un petit peu quand je vois qu'on a du mal déjà aussi à gérer les infrastructures. Il y a eu le problème l'année dernière, apparemment ça a l'air de se régler. Il y a eu le temps pour les régler, mais malheureusement il y a eu manqué justement de bras pour peut-être avancer parce que on était en crise sanitaire. Donc il y a aussi ce problème-là. Il y a la reprise, mais il y a le problème aussi des infrastructures qui doivent se régler. Alors, quand on parle des infrastructures, il faut dire que les choses s'améliorent, n'est-ce pas, Jean-Yves? En ce qui concerne les infrastructures, ça s'améliore. Tout n'est pas réglé. Oui. Tout n'est pas réglé, puisque notamment pour le stade de Rivière-des-Pères, il reste encore des travaux, notamment par rapport à la toiture. Mais enfin, on espère que ça va. Mais ce que disait Steve, c'est surtout par rapport aux collectivités, parce que les collectivités, le sport ne sera pas leur priorité pour financer. Hein. Donc tout ça fait que ça va être compliqué. Mais on espère, parce que on va forcément revenir aux dérogations. Hein. Les communes qui n'avaient pas de stade aux normes, malheureusement, la Ligue sera contrainte de faire marche arrière. Parce que si en plus on reprend la saison en septembre-octobre, parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va reprendre, donc ça veut dire qu'il te faut dégager des espaces pour pouvoir faire tes matchs. Hein. Sinon, tu finiras pas la saison. Bon, alors, la reprise, en principe, si les choses restent en l'état, je dis bien si les choses restent en l'état, ce serait donc au mois d'août. Hein, c'est ce qui est prévu. Hein, c'est ce qui est prévu. Oui. Alors, alors justement, ça tombe bien parce que demain, il y a le COMEX de la 3F qui se réunit et une décision sera prise demain pour savoir quand est-ce que réellement nous allons reprendre. Est-ce que c'est fin août? Est-ce que c'est mi-septembre? Et donc, une fois que tout cela sera décidé, on pourra affiner à viser les choses. Est-ce que ce nom-là vous parle, monsieur Jean-Michel Béoli? Est-ce que ça vous parle? Oui, c'est le gars responsable de la Fédé au niveau des terrains. Alors justement, nous ne le verrons plus en Guadeloupe, tout simplement parce qu'il a fait valoir ses droits à la retraite. Il est parti à la retraite, donc au niveau de la Fédération française de football. Et désormais, il sera remplacé par Julien Benoît, que nous aurons sûrement l'occasion d'avoir en direct dans cette émission, à savoir C'est le foot. Donc, pour parler encore de football, et là, on va passer avec la Juventus de Sainte-Anne, qui a fait un bond, hein, il faut le dire, deux saisons dans la division inférieure, la régionale 2 précisément. Le club retrouve des couleurs dans la régionale 1. Alors, Charles Raguel, est-ce que c'était attendu et qu'est-ce que vous avez mis en place pour permettre à cette équipe de retrouver justement la régionale 1? Bien. Dire que c'était attendu, non, je ne dirais pas que c'était attendu. C'est une question. Oui. En tout cas, à l'issue de notre descente, après la saison 2017-2018, donc notre projet c'était de remonter en régional 1 au bout de 3 saisons. Voilà. Oui. C'est ça l'objectif en fait du club sportif. Il y a eu des aléas, des phénomènes qu'on ne maîtrise pas, qui ont fait que on a bénéficié d'une situation, on accepte, mais notre projet n'était pas de tout de suite. Le travail que nous faisons actuellement au club, notamment avec beaucoup de jeunes, c'est d'essayer de bâtir une équipe solide à partir de jeunes, mais chez nous, de manière à pouvoir durer. Oui. Donc, c'est à fixer 3 saisons pour ce faire. On accède à la division supérieure dans les conditions que chacun sait. Il s'agit pour nous de tout mettre en œuvre pour être, disons, à la hauteur. M. Vadimon parlait tout à l'heure du recrutement de Sophie, etc. Nous, notre ambition, c'est de recruter d'abord chez nous.
à partir de nos jeunes. Bon, parfois, il s'avère nécessaire de trouver un joueur venu d'ailleurs, etc. Mais nous essayons d'abord de trouver chez nous les joueurs qu'il nous faut. C'est Justement. Dans cet esprit que, justement, on s'était fixé 3 saisons pour avoir une équipe pour accéder à la R1 et être compétitif. D'accord. Ça veut dire que pendant les 3 saisons, vous avez fait confiance aux jeunes pour la remontée? Beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Ok. Beaucoup de jeunes de 17 ans, des U18 notamment, donc participent régulièrement à match régulièrement. Et évidemment, on compte sur ces jeunes. Comme il a été dit tout à l'heure, évidemment, il y a des fois, les jeunes, pour des raisons diverses, doivent quitter le club, quitter le pays, parfois même. Enfin, notre objectif, c'est ça, c'est de former des jeunes pour pouvoir recruter d'abord chez nous. Alors, Gabi Troupé, d'abord, recruter des jeunes, d'abord chez vous, on est bien d'accord. Ce qui veut dire que la Juventus est un club formateur. Alors, club formateur, oui, mais au-delà de ça, je rebondis sur ce que disait Steve. Oui. On a un passé où la Juventus est essentiellement formée de personnes de Sainte-Anne. Donc, sur cet aspect-là, nous, on a cette forte identité de Sainte-Anne à la Juventus. Donc, du coup, et aussi pour rebondir sur ce que disait Jean-Yves, évidemment qu'on ne sait pas encore les conséquences de la crise sanitaire, certainement, mais justement, je pense que la reprise du championnat, ça sera une réponse pour garder les gens mobilisés. Certainement, pas avec les mêmes moyens qu'avant, certainement, mais de point de vue sociétal, c'est important que le foot reprenne, les autres sports aussi, mais le foot essentiellement reprenne. Et maintenant, pour revenir sur l'aspect footballistique pur, oui, enfin, le contexte, c'est qu'on avait quand même perdu 6 à 8 joueurs cadres lors de la descente. Donc, il fallait repartir on pense notamment à Vicas, par exemple. À Vicas, à Coleman, et plusieurs autres. Hein. On a eu 3 départs au niveau du phare. Chafford. Oui. Chafford aussi. Donc, un certain nombre de joueurs titulaires qui sont partis. Donc, on n'avait pas d'autre choix de se reposer sur nos jeunes. Il y en a eu, je ne sais pas, 5 ou 6, c'était leur première saison senior. Et on a quand même fait une bonne saison dans l'ensemble. On bénéficie de ce qu'on sait pour la remontée, donc tant mieux. Maintenant, avec la configuration du championnat 2 poules de 9, ça sera difficile. On s'en doute, mais on va faire au mieux. Oui. Alors, toujours dans le prolongement de ma question, est-ce que, durant les 2 saisons que vous avez évolué dans la Régionale 2, quel constat que vous avez pu faire? Une saison. Oui. Une seule saison, pas une saison qu'on a fait. Oui, une saison. Oui. Alors. Constat. Oui. En termes de quoi, un constat en termes, sur le plan footballistique, en termes de jeu, en termes de prise de conscience même des joueurs. Alors, comme je dis, hein, le constat, enfin, la situation, c'était il fallait reconstruire avec des jeunes. Maintenant, j'estime qu'on a fait une bonne saison. On a fait une bonne saison dans l'ensemble. Maintenant, a priori, on n'a pas le niveau de la R1. On a 2 références. On a joué en coupe contre l'USR et on a gagné, mais l'USR était meilleur. On a fait 3 matchs contre la Restar, match aller, match retour et match de coupe, qui pour moi, la Restar avait un niveau R1 et la Restar était au-dessus. Donc, ça nous laisse voir le chemin à parcourir. Chemin à parcourir rapidement parce que le championnat à venir, on n'aura pas le temps. Ça sera les 8 premiers matchs les plus importants, qui vont déterminer la suite. Donc, on va s'armer du mieux qu'on peut pour faire face. Alors, le tandem Wélissa, Gabi, Troupé, est reconduit. D'accord. Ça prouve que ça marche. Hein. Ça prouve que quand même c'est un tandem qui fonctionne très bien.
à la Non, Juve? c'est pas un tandem, c'est pas un tandem. C'est Oulissa, Gabi Troupé, Romain Tafial, Eric Cancel, et Loïc Oui, mais Plédom, enfin, nous sommes disons, au nombreux. devant de la scène, ben, c'est vous, hein? Vous êtes C'est les nous qui deux au devant de la scène. c'est nous qui venons, mais nous sommes 5. Et Non, mais vous êtes pardon, vous êtes très modeste. non, non, du tout, c'est ça, c'est exactement ça. Donc D'accord. du coup, voilà. Alors, le travail, comment qu'il est fait au sein de l'encadrement technique? Comment vous répartissez en quelque sorte les rôles? Willy Saha qui chapeaute le club, qui chapeaute l'organisation technique du club. Willy a son projet de jeu, on s'adapte, on anime les séances qu'il nous soumet, on amende, on est avec lui et ça se passe bien pour l'instant. Alors, je pose la question à l'entraîneur que vous êtes, Jean-Yves Vadimon. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne tactique? Est-ce que c'est un bon assemblage, le fait qu'il y ait autant de personnes dans un encadrement technique? Ah non, je crois que c'est le choix du club. Moi, je pense que le staff technique ne sera bon que si les gens s'entendent et si les gens, il y a de la loyauté entre eux, s'il y a de la sincérité et pas il y en a un qui cherche à prendre la place de l'autre. Je crois que c'est ça. Et ça ne peut fonctionner que si les choses sont claires au départ, s'il y a un projet et s'il y a une organisation qui permet de se répartir les tâches, etc. Et bien entendu, au sein du staff, il y aura toujours quelqu'un qui sera au-dessus, qui va ensuite prendre les décisions finales. Mais je crois que c'est bien. Et Jean-Yves, je crois que ça, c'est votre discours quand vous arrivez dans un club, parce que vous en avez fait pas mal. Hein. Ça a commencé avec Vieux-Fort, la Gauloise. Il me semble aussi le Cygne Noir, hein, aussi, non? Oui, Cygne Noir en jeune, oui. Oui, Cygne Noir en jeune. Non, mais je crois que ce qui est important par rapport à quand on arrive dans un club, il faut qu'il y ait cette harmonie, il faut qu'il y ait cette confiance entre les hommes. Si chaque fois que vous jouez un match et que vous perdez et que ça commence déjà à ruminer derrière parce qu'on veut prendre la place, ben automatiquement tu vas nulle part, quoi. Donc c'est ça le truc, hein. Nous sommes des amateurs et on a tendance à l'oublier et on veut trop souvent copier le monde pro et à l'arrivée ça donne pas les résultats que l'on souhaite. Alors évidemment, si le staff a des difficultés avec le groupe, que les gars ne viennent pas s'entraîner, que les gars n'adhèrent pas au projet, c'est clair que oui, il y a des décisions à prendre. Mais dès l'instant qu'il y a un fonctionnement, il y a un travail qui est fait, et je sais que Gabi, pour avoir discuté avec lui, je sais que ils ont eu des moments difficiles et qu'ils ont su faire le nécessaire et la preuve, c'est que la pandémie leur donne l'occasion de profiter d'un avantage que la Ligue a demandé à la Fédé, d'avoir une 4e équipe qui accède à la montée. Donc, tant mieux pour eux. Et puis après, ce sera à eux de profiter de cela. Oui. Alors, rassurez-nous, Gabi, c'est un encadrement où il y a une parfaite harmonie. Oui, tout à fait. J'aime à dire, Richard, je te l'ai répété souvent, on est tous Saint-Anais. Oui. On est tous Saint-Anais. Dans le staff, on a tous joué au club. On est tous des anciens du club. Donc, au-delà de ça, nous sommes quand même des amis. Donc, on n'a pas de problème. Alors, Richard, je voulais relever quelque chose aussi par rapport à ça. Justement, c'est quand même que des anciennes gloires du club qui ont gagné des trophées aussi avec la Juve de Sainte-Anne et qui ont été fidèles à leur club. Donc, je veux dire, c'est une base, c'est des bonnes bases par rapport, même en forme d'exemple par rapport aux autres joueurs et un petit peu ils savent de quoi ils peuvent parler, ils ont été les acteurs, donc maintenant c'est bien politiquement aussi que la relève soit faite et que eux-mêmes se soient formés aussi pour justement redonner ce qu'ils ont appris du côté de Sainte-Anne et redonner un petit peu des valeurs et des vertus qui sont celles du football. Alors, ils ont un avantage aussi, c'était des spécialistes aussi du foot au sable. Donc, peut-être que pour l'entraînement aussi, c'était leur force sur le sable. Donc, peut-être aussi, il y a des séances et des spécialistes aussi justement du foot soccer. Oui, alors au-delà de l'aspect footballistique, Charles Raguel, est-ce qu'il y a une priorité sur le plan administratif?
en rappelant que vous êtes le secrétaire général de la Juve. Oui, la priorité, c'est de l'ensemble. C'est-à-dire que ce que nous voulons dans l'immédiat, c'est, disons, restructurer le club, que le club ait une meilleure organisation verticale, mais également horizontale, et faire en sorte que la communication soit au top, si je peux m'exprimer ainsi, et que le club passe comment dire. Donc, quand un parent nous confie son enfant, pour que l'enfant soit bien accueilli, rentre bien chez nous, et que les parents se rendent compte par eux-mêmes que l'enfant est bien pris en charge. Parce qu'au-delà de l'aspect football, notre ambition, c'est d'abord de former des hommes, des hommes, de manière à ce qu'ils puissent par la suite les aider à se développer et à cette société. C'est ça là. Alors il y a l'aspect football, bien sûr, mais dans un premier temps, nous accueillons beaucoup de jeunes. Nous avons 370 licenciés en football cette saison. Donc, nous accueillons beaucoup de jeunes, mais nous voulons surtout faire en sorte que l'éducation qu'ils reçoivent chez nous les aide à être des individus, disons, bien formés et capables d'avoir de bonnes attitudes dans la société. Alors, autant de gamins, Gabi Troupé, cela sous-entend que vous avez des infrastructures qui répondent justement à cette demande. Je sais qu'il y a French, il y a aussi Marly, et est-ce qu'il y a un autre complexe quelque part d'autre? Non, il n'y en a pas. Enfin, on a les mêmes problèmes que tous les clubs amateurs. Hein. On dispose de 2 terrains à French, ce qui est bien au niveau régional, on ne va pas se plaindre. Hein. Très peu de clubs ont le choix de 2 terrains. Ceci dit, on est l'équipe qui dispose du plus de licenciés. Donc, il faut gérer. Mais comment vous faites justement, parce que là, autant de licenciés et autant de clubs aussi. Alors, ça tombe bien. Je reviens justement d'une réunion des éducateurs à l'instant, juste avant, et il est question de mieux s'organiser pour proposer la pratique du futsal, avoir le gymnase à Douville, avoir des créneaux horaires, proposer une séance beach soccer, faire des petits trucs comme ça avec les gamins pour proposer d'autres pratiques du football. Et au risque de me répéter, on va se comprendre entre nous. L'éducateur des U13 va libérer plutôt pour celui des U11, on va se comprendre. Mais on essaie de faire une organisation cohérente. Voilà. Alors, là maintenant, je vais me tourner vers le petit que l'on voit juste devant nous, là. Eh bien, le petit, entre guillemets, c'est Januel, qui est le frère de Willem Bellossian. Alors, tout le monde sait, Willem, c'est le grand champion. C'est quand même quelqu'un qui est très médiatisé, quelqu'un qui a beaucoup fait dans l'athlétisme. Et le petit frère, lui, s'est orienté vers le football. 15 ans, c'est donc son âge. Il est milieu de terrain du stade Lamantinois. Alors, la question que je voulais... Pardon? Mais oui. Il a simplement signé son contrat d'aspirant, mais pour l'instant, il est toujours au club, juste à côté d'ailleurs de son président. Alors, Januel, qu'est-ce qui t'a amené au football alors que ton frère, finalement, eh bien, c'est un athlète? Bon, la première chose qui m'a amené au football, c'est mon père. Ah oui. Car il m'a toujours dit que d'essayer de faire du football parce que les autres n'ont pas suivi. Ah bon. Willem et le plus grand, il a essayé de les convaincre, mais ils n'ont pas suivi. Oui. Et moi, je ne voulais pas faire de l'athlétisme. Donc, je me suis tourné vers le foot. D'accord. Mais je sais que ton frère a toujours un regard sur toi. Hein. Ça, c'est clair. On est bien d'accord. Oui. Voilà. Et comment ça a été décidé? Comment ça s'est passé justement avec le club rennais? Parce que tu as signé un contrat d'aspirant? Oui. Alors, j'ai signé mon contrat d'aspirant il y a 2 ans. Oui. J'ai fait 2 ans en pôle. Et là, c'est le départ. Enfin, bientôt. D'accord. Ben, quand tu as signé ton contrat d'aspirant, mais qu'est-ce que tu t'es dit? Voilà, maintenant, je vais rentrer véritablement dans le système professionnel, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas.
Après, c'est pas une fin en soi. Il faut encore travailler pour arriver au plus haut niveau. D'accord. Donc, tu es capitaine des U15, je crois, et où tu as eu, comment dirais-je, où tu as été brillant, en tout cas ton équipe a été brillante au tournoi Claude Élise, voilà, face à la Guyane en finale, où vous êtes imposé 3 tirs au but à 1, et tu as été porté en triomphe, toi, en tant que capitaine. D'ailleurs, on va voir des images justement là-dessus. Oui, vas-y, je t'écoute. C'est bon? Vas-y, oui, vas-y. Moi, alors, le tournoi n'était pas facile. Oui. Parce que les sélections, elles avaient un bon niveau de jeu aussi. Les matchs, ils étaient intenses. Mais après, il fallait faire avec. Parce que ça te confronte au niveau. Et après, quand on voit que le haut niveau, il est comme ça te force à travailler. Parce que je peux dire que c'est pas facile. C'est la seule devise, c'est le travail. Et après, pour arriver pro, c'est le travail encore. Willem, je me tourne vers toi. Tu es l'exemple même de la perfection, de l'endurance et surtout de la réussite. Avec tout ce que tu nous as déjà glané, tout ce que tu nous as déjà glané en termes de médailles et de trophées. Quel est ton regard par rapport à la prestation de ton petit frère? Ah, mais c'est sûr que je suis impressionné en fait parce qu'il il produit. Moi, je ne m'y connais pas trop en foot, donc quand j'entends surtout mes potes qui font du foot parler, je me dis, ok. Il y a quelque chose qui doit. Attends, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a peut-être une télé ou quelque chose comme ça, messieurs? Non. Oui, parce que ça fait un petit peu de la scène. Vas-y. C'est bon comme ça? Vas-y. Oui, vas-y. Oui, vas-y, Willem. Tu m'entends? Vas-y, parle, vas-y. Là, c'est bon quoi? Oui, c'est bon, vas-y. Okay. Et du coup, c'est sûr que quand j'entends mes potes, mes amis qui parlent de lui, je me suis dit, ok, il a vraiment un bon niveau. Donc, je suis quand même bien bouche bée en fait par ce qu'il produit et il fait son petit bonhomme de chemin, comme vous l'avez dit, sous mon regard, parce que je le conseille un peu par mes expériences, même si c'est pas la même discipline, mais un peu dans le domaine du haut niveau. Et voilà. Alors, les conseils que tu le prodigues de temps en temps, c'est de croire en soi, d'abord. C'est sûr que c'est de croire en soi et surtout de persévérer, en fait. Oh là, disons qu'il y a un tout petit problème toujours, Willem, avec ton retour. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un petit problème. Peut-être, je ne sais pas si tu dois avoir quelque chose qui doit faire. Est-ce que tu as une télé ou quelque chose comme ça qui fonctionne? Non, du tout. Ouais. Voilà. Il a rien changé depuis le début. D'accord. Voilà. Donc je retourne vers toi dans ce cas. Est-ce que c'est bon? Vas-y. Là, tu m'entends quoi? Oui, là je t'entends. Vas-y. Donc du coup, oui. On se retrouve avec toujours. Bon, alors on va revenir tout à l'heure. Alors Januel, toi justement, quelles sont tes ambitions? Déjà, la première ambition, c'est de finir pro. Après, comme je vous ai dit, c'est pas facile. Il faut travailler. Et là, c'est l'une de mes seules ambitions. Franchement. Oui. Avec les études, évidemment. Oui, bien sûr. Oui, en alternance. Il ne faut pas oublier. Michael Mirabli, président d'ailleurs du Stade Lamantinois, c'est une fierté pour vous, justement. Oui, tout à fait, parce que Janu concrétise un peu tout le travail qui a été mis en place au sein du club depuis plusieurs années au niveau déjà de l'école de foot. Après, avec le partenariat que nous avons signé avec le Stade Rennais, il est le premier à avoir été détecté. Donc, ça prouve qu'il y a quand même du potentiel en Guadeloupe. On parlait tout à l'heure de l'accompagnement qu'on doit mettre en place par rapport à ces jeunes garçons à potentiel avec Steve qui en parlait il y a quelques instants. Et c'est clair que le club doit se projeter dans ce genre de démarche. Aujourd'hui, on a Janu qui part. On a un autre qui est un peu plus jeune qui lui aussi a signé au Stade Rennais. Donc, ce qui prouve que le travail se fait sur des générations plus jeunes. Donc, de permettre à ces jeunes garçons de pouvoir, en tout cas, essayer d'atteindre leurs rêves.
Mais ce qu'il faut noter, je tiens vraiment à le préciser parce que et des clubs ont droit aussi de dire ce genre de choses, que Janu, au-delà du fait d'être un très bon footballeur, est un garçon qui travaille à l'école. Et ça, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus parce que nous sommes tous des passionnés de football, mais on sait que ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Et qu'il faut vraiment, tu parlais tout à l'heure du double projet, celui du foot et de l'école. Et je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Parce qu'effectivement, il y a des phénomènes. On voit qu'Avaninga, les deux vont ensemble. Joue déjà en Ligue 1, mais combien à côté, on n'a pas cette chance. Donc, il faut vraiment, au-delà de l'aspect sportif, insister sur l'aspect scolaire, tout en permettant justement au garçon de donner le meilleur de lui-même. Et la chance qu'on a eue, c'est que voilà, d'avoir Janu qui est au Stade de la Montinois, qui a un accompagnement de la part des éducateurs du club, de la part de la direction du club, mais aussi qu'il y a des parents qui ont cette culture d'avoir des champions à la maison, parce que j'imagine qu'avoir William aide beaucoup quand même à permettre à Janu justement d'avoir cette expérience qui lui permet aujourd'hui d'avoir une certaine lucidité déjà dans ses propos, dans sa façon de se comporter, et on sent qu'il a déjà une certaine maturité. Donc, ces garçons-là sont amenés justement à viser le plus haut niveau, parce qu'il y a tout un contexte autour des éducateurs de qualité, la famille qui est présente, un grand frère qui a cette expertise du haut niveau et qui permet à nos jeunes justement de pouvoir briller. Aujourd'hui, le Stade Montinois, avec Janu, a 5 garçons qui sont en centre de formation. Ça, c'est sur les 2 dernières années. Donc, je veux dire que c'est vraiment une démarche que nous avons entamée. Et tous ceux, comme le disait tout à l'heure Jean-Yves, qui n'ont pas eu cette opportunité de partir sur la métropole, eh bien, se retrouvent aujourd'hui en R1. J'entendais mon collègue de la Juventus parler, mais c'est pas peu pour dire que le Stade de la Montinois a peut-être le plus jeune effectif de la R1. Oui, alors juste une question. Mon milieu de terrain a 20 ans, mon gardien a 20 ans. Voilà. Donc voilà, donc, au-delà même de permettre à nos jeunes d'aller en métropole, il faut former aussi ceux qui sont ici pour pouvoir rester en R1. Januel, tu as eu l'occasion de te frotter avec des jeunes, notamment du Stade Rennais, où tu as eu l'occasion de faire des petits matchs et on t'a beaucoup apprécié, hein, si je crois bien. Oui. Alors, oui, j'ai bien été intégré dans l'équipe. Surtout, ils m'ont bien accueilli. Ce sont des personnes qui aiment échanger avec ceux qui viennent de l'extérieur. Même les éducateurs, ils prennent le temps à connaître le joueur, la façon dont il est. Surtout, comme vous avez dit, le double projet avec l'école. Ouais. Et c'est tout. D'accord. Combien de buts à ton actif, justement? Pour l'instant, mon actif, cette saison, j'en ai eu 3, c'est bon. D'accord. Voilà, peut-être Steve, une question? On va... Je peux surtout rebondir par rapport à l'expérience. Je veux dire que c'est très bien déjà qu'il ait eu l'expérience de son frère. Par contre, c'est 2 expériences totalement différentes. Parce que c'est un sport individuel, son frère, et son sport lui a permis de partir beaucoup plus tard. Alors, le football est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus d'étapes à intermédiaire. Alors, l'athlétisme est 2 fois plus compliqué mentalement parce que, évidemment, c'est les résultats qui priment avant tout. Elles sont ponctuelles et il faut être là au bon moment et être fort. Mais l'avantage qu'a eu son grand frère, c'est parti beaucoup plus tard. Alors, c'est pour ça que je veux dire, l'accompagnement est très important des parents ou même une personne relais là-bas. Parce qu'on a eu l'expérience d'autres joueurs qui sont partis et qui se sont retrouvés rapidement en équipe de France et qui malheureusement et qui ont eu des moments difficiles malgré les bonnes performances footballistiques. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Après, ce que moi, la question que je peux lui poser, c'est de savoir est-ce que dans ces 3 objectifs, dans ces 3 saisons, il a un contrat de 3 ans, je pense. Quel est son objectif dans ces 3 saisons? Je vais lui demander de répondre d'ici quelques instants parce qu'il faudra remettre l'antenne pour une page couleur et on se retrouve tout de suite après. Retour avec les invités, c'est vrai que nous sommes vous êtes précisément, chers amis téléspectateurs, dans votre émission, à savoir c'est le foot. Alors, une question assez pertinente, Steve,
pour justement Januel. La question précisément, Steve? C'était l'objectif qu'il s'était donné pour ces 3 années de contrat qu'il aura avec Rennes. Quel est son objectif réellement, personnel? Bon, tout d'abord, pour ces 3 années, le premier objectif, c'est de progresser. Toujours, comme je vous ai dit, travailler. Aussi, pourquoi pas aller chercher des sélections d'équipe de France, jeunes, et pourquoi pas signer professionnel le plus rapidement possible. Mais après, il faudra voir avec le temps. Ah, c'est bien. Donc, progresser, disons, progresser, mais disons en prenant son temps. Oui, tout à fait. Sans pour autant brûler les étapes. Voilà. Il faut toujours garder la tête haute, surtout, rester humble. Pour justement, il faut rester humble pour atteindre ce plus haut niveau que le monde pro. Oui. Alors, je ne sais pas si je reçois convenablement Willem. Willem, est-ce que je te reçois convenablement? Normalement, ça devrait être bon, là. Ah oui, c'est impeccable, Willem. Alors, quand tu entends parler ton frère, hein, c'est vrai, on sent qu'il a vraiment, mais il a la suite dans les idées, on sent qu'il parle déjà, il a déjà le comportement, j'ai envie de dire, de professionnel. C'est un avis que tu partages avec nous quand même. Oui, je le partage tout à fait avec vous. C'est sûr que c'est important d'avoir d'être très jeune dans cette dynamique parce que être professionnel, c'est être minutieux, faut être patient, faut être mordu de travail. En fait, voilà, c'est vraiment en fait une chose. Comment? C'est un assemblage de plusieurs éléments. Oui. Voilà, c'est ça. C'est un assemblage de plusieurs éléments qui t'amènent en fait à atteindre ton objectif. Disons, ça a été pour toi tes leitmotiv à l'époque, hein, justement pour être ce que tu es aujourd'hui. Pour moi, pas ou pour lui? Mais pour toi déjà, oui. Ah, c'est sûr que c'est depuis tout petit en fait, je me suis mis dans la tête que je voyais beaucoup en fait ce qui se passait autour de moi avec les voyages que j'ai pu réaliser avec mon sport. Du coup, ben voilà, c'était vraiment genre penser comme un professionnel, agir comme un professionnel. Et je dirais vivre aussi comme un professionnel. Donc maintenant, on va parler un petit peu de toi, pourquoi pas? Parce que, bon, c'est vrai que je l'ai dit, hein, tu as eu pas mal de pépins du point de vue santé, des blessures en 2019, par exemple, qui t'ont empêché d'obtenir ta qualif pour les Jeux Olympiques. Alors, quelle est ta situation actuelle, sur le plan physique? Mais sur le plan physique, tout va bien. Vraiment, tout va bien. J'ai pris le temps justement de faire un gros travail avec mon staff médical, que je tiens à remercier quand même parce que voilà, ils ont fait vraiment un gros travail pour me remettre sur pied et que je sois jusqu'à maintenant, je touche du bois pour que ça continue comme ça. Donc voilà, vraiment, je suis bien. Bon, parce que les pieds et les ischio-jambiers, là, c'est vrai que ça a été assez dramatique pour toi en 2019. Ben, c'est sûr que ça a été dramatique parce que ça s'est passé surtout à une période où j'étais au top de ma forme. C'est souvent à ce moment-là qu'on se blesse, malheureusement, mais c'est la loi du sport, ça fait partie du jeu. Et je sais que c'était vraiment genre, après les championnats de France, c'était vraiment la préparation pour les championnats du monde. On était à vraiment 8 semaines de l'échéance. Et voilà, je me fais une grosse blessure en fait aux ischios, donc avec la convalescence, etc. C'était vraiment juste. J'ai quand même pu me remettre sur pied pour participer au championnat. Et voilà, l'ischio en fait et la préparation a été un peu compromise, donc du coup, voilà, ça n'a pas donné le résultat qu'on attendait. Alors à court terme, tes objectifs? À court terme, ben, pour ça, cette année 2020, voilà, c'est une saison assez particulière, donc du coup, je vais me permettre de travailler certaines choses. Et ben, c'est sûr qu'à l'année prochaine, les Jeux sont reportés à 2021. Donc, du coup, ce sera une grosse saison qui nous attend la saison prochaine parce qu'on a trois grosses échéances. Revenir un petit peu au football avec vous, messieurs. Et puis, Jean-Yves, une question directement qui nous concerne tous. Hein. Bon, l'intégration justement du CERFA dans le championnat de la Régionale 1. Est-ce que c'est une bonne chose? Qu'est-ce que ça peut évoquer chez vous? Ben, c'est une bonne transition puisque le CERFA permet aux gamins qui n'ont pas la chance de Januel de partir dans un centre de formation
à l'issue du pôle espoir. Et donc, c'est des gamins qui vont entrer en seconde, première terminale, avec un recrutement anti-Guyane, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane. Mais la nouvelle donne, c'est que ces gamins-là vont jouer un championnat avec une équipe qui leur sera propre. Donc, c'est vrai que au départ, l'idée, c'était d'engager une équipe en R2 et une équipe en U19. Et il semblerait que lors d'une assemblée générale de décembre 2019, la donne est changée et que cette équipe intégrerait le championnat de R1. Alors maintenant, vont-ils tenir la route? On verra, on jugera sur place, hein, parce que... c'est un peu la question que j'allais vous poser, Jean-Yves. Qu'est-ce que ça va changer vraiment entre la R2 et la R1? Qu'est-ce que ça peut changer? Mais moi, ce qui me gêne, c'est que la R1, c'est notre plus haut niveau de compétition en Guadeloupe. Mais moi, surtout, ce qui me gêne, c'est que cette équipe-là, elle ne peut pas descendre. Même si l'année dernière, elle ne va pas descendre. Donc, on retire cet aspect de compétition. C'est mon avis, hein. On retire cet aspect de compétition qu'un gamin doit avoir quand il joue un championnat. Et puis, en plus, j'ai envie d'ajouter que ce type de pratique n'existe plus en métropole. Avant, on avait l'INF Vichy, il y avait l'INF Clairefontaine qui participaient à un championnat avec leur propre équipe. Ça a été arrêté parce qu'on s'est aperçu que c'était compliqué. Et là, le CERFA qui va arriver chez nous avec des gamins je rappelle, hein, des gamins de 17-18 ans qui vont jouer contre des mecs de 30 ans, donc, etc. Donc, est-ce que sur le plan athlétique, alors sur un match, ça peut tenir, mais sur une saison, est-ce que ça va tenir? Je suis pas certain quand ils vont prendre... Alors, il faut dire que le CERFA est en phase d'expérimentation, nous sommes tous d'accord. Ah, complètement. Ce qui veut dire qu'il faudrait peut-être attendre la fin de la saison pour savoir si véritablement, si le choix est judicieux ou pas. Gabi Troupé, est-ce que ça vous paraît, disons, un peu difficile de sortir cette équipe-là dans la R3 pour l'emmener carrément dans la R1? Alors, du tout. Moi, je suis complètement pour. Alors, Jean vient de donner son avis. Moi, je suis complètement pour. Je suis pour donner la chance aux gamins, confronter le haut niveau le plus tôt possible. Hein? Pour moi, c'est... Oui, puisque l'objectif, c'est de frapper à la porte du professionnalisme. Oui, voilà, exactement. Mais derrière, des gens comme la génération de Steve, moi, mon âge, on a joué tôt. Donc, ces gamins-là qui arrivent à 17 ans seniors, c'est bien, ça ne peut que les servir. Et pour moi, je sens depuis quelque temps, pas une polémique autour de ça, mais le CERFA, pour moi, c'est une bonne chose. Les gamins vont être confrontés au niveau, ils vont prendre du rythme, ils vont prendre un peu de physique et ça sera que bénéfique pour eux. Et si je demandais à Michael son avis, Michael Mirabli? Oui, bon, c'est une expérience qui sera mise en place sur cette année. Moi, mon inquiétude, elle se situe au fait de permettre à ces garçons-là de jouer un R1. Car la R1, c'est quand même un niveau athlétique, au niveau des impacts, qui est quand même assez impressionnant. Après, il faudra voir comment ils vont s'intégrer par rapport à cela. Et la deuxième chose qu'il faut dire, et je ne suis pas sûr que nous tous nous ayons fait attention à ça, c'est que les enfants qui seront au CERFA ne seront pas dans leur club d'origine. Donc, à un moment donné aussi, va se poser cette problématique de ces garçons qui vont jouer contre leur club qui les a formés alors qu'ils étaient censés être licenciés dans leur club d'origine. Donc, ce sont des problématiques que je pense qu'il faudra... Ils seront plus licenciés. Pardon? Ils seront plus licenciés dans ce cas-là. Ils sont plus licenciés, exactement. Donc, ce sont des problématiques qu'il faudra qu'on prenne en compte sur la durée. Mais de toute façon, il est clair qu'il faut tenter les expériences et de voir la possibilité pour ces garçons. Le but du CERFA, c'est de permettre aux garçons qui n'ont pas pu partir sur la métropole d'intégrer ce centre pour essayer en tout cas de toucher le marché nord-américain. C'est un peu ça l'idée de départ et je pense que c'est une idée qui est très louable.
Après, de savoir dans les formes comment les choses vont pouvoir se mettre en place, ça, c'est à voir et c'est à faire. Donc, moi, de toute façon, là-dessus, je pense que les garçons qui ont le potentiel doivent pouvoir jouer. Mon inquiétude, c'est que par rapport à la R1, parce que même si on dit de façon générale que le niveau de la R1 diminue, la R1 reste la R1 dans les et dans le jeu. Oui, mais franchement, Michael, c'est un peu la question que j'allais vous poser, messieurs. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a des clubs, par exemple, de la R2, qui peuvent évoluer facilement en R1, par exemple? Oui, mais Richard, il faut faire attention à ça. Parce que je ne sais pas si tu remarques un peu les choses. Les clubs qui montent, qui passent de la R2 à la R1 ont beaucoup de difficultés à se maintenir. Je peux en parler. Donc, même si on nous dit de façon générale que le niveau de la R1 est moins élevé, la R1 reste la R1. Oui, mais ce ne sont pas tous les clubs. Je prends le cas, par exemple, de la Jeunesse Évolution, par exemple. Il faut faire très attention, oui, mais la Jeunesse Évolution, quand tu regardes son effectif et autres, ce pas des garçons de 20 ans, hein, c'est des garçons ou de l'AS Gosier. On a l'exemple. Dans le football. Donc, il faut faire attention à ça. Jean-Yves. Non, mais moi, j'entends les choses. Moi, je demande à voir comment ça va se développer. Mais imagine, moi, j'ai mon équipe. On a des choses qu'on met en place et je me retrouve avec 4-5 gamins, mais 4-5 meilleurs, ils partent au CFA. C'est des gamins que j'ai perdus. Et quelle possibilité que j'ai, moi, de recrutement pour les remplacer? Il n'y en a pas, il n'y a pas de joueurs. Tu les prends où pour les remplacer? Ouais, mais là... Et là, on est en train d'affaiblir les équipes. Moi, j'aurais préféré le principe où ils continuent à s'entraîner la semaine ensemble et le week-end, ils rentrent dans leur club. Moi, c'est ma conception, c'est mon idée. Mais sincèrement, je vous dis, pour en avoir discuté avec 2 directeurs de centres de formation en métropole, ils m'ont dit les gamins, ils vont morfler sur le plan athlétique. Donc, on verra. On verra. Charles Raguel, peut-être un petit peu. Oui, personnellement, je suis favorable à cette formule, dans la mesure où c'est des jeunes joueurs, mais qui, pour la plupart d'entre eux, seraient amenés à jouer dans l'équipe première de leur club. Je prends, nous, on a des exemples. Hein. On a au moins un qui sera au CFA, mais il fait partie de notre première. Je pense qu'il y en a plusieurs, beaucoup, qui seraient dans... Donc, pour moi, à mon avis, ce ne serait pas un gros problème que des joueurs CFA, que le club participe au championnat R1. Que la majorité d'entre eux évoluent ou est déjà en première. S'agissant de leur licence, effectivement, ça pose un problème. Ils ne peuvent pas avoir de double licence. Ça, c'est très ennuyeux. Mais ils seront quand même licenciés. Ils ne peuvent pas ne pas être licenciés. Ils auront une licence CFA. Est-ce qu'ils peuvent pas être licenciés? Oui. Ils auront une licence CFA. Alors, Jean-Yves Vadimon, justement, on va parler de l'aspect social avec votre club, hein, la Gauloise. C'est une question que je vais poser au président Maté, le président de la Gauloise, mais je vous la pose puisque vous connaissez très bien le fonctionnement des clubs. Alors, sur le plan social, par exemple, est-ce qu'il y a une réflexion de mener concernant les joueurs qui font partie de votre effectif, ceux qui ont peut-être des difficultés sur le plan social? Est-ce qu'il y a un calendrier? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour eux? C'est sûr que sur le plan social, on s'inquiète de la situation des joueurs. Là, on s'est renseigné par rapport, prenons l'exemple du contrat fédéral. Jeunesse Évolution fait une belle saison. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait signer 5 contrats fédéraux. Donc, quand tu as 5 contrats fédéraux qui ne sont pas mutés, donc plus les mutés que tu vas récupérer, ils avaient pratiquement 9 joueurs
qui ne faisaient pas partie du groupe R2. Donc, c'est normal qu'après, ils fassent une bonne saison R1. C'est de la capacité que tu as pour recruter. Et donc, pour revenir à chez nous, c'est sûr qu'on est moins proposer un contrat fédéral et des joueurs. Mais je voulais rebondir là parce que non, Steve, tu le laisses terminer parce que c'est intéressant. Oui, allez-y. Concernant les contrats fédéraux, nous savons tous que cette saison, ça a été une grosse difficulté parce que l'argent n'est pas arrivé à temps. Il y a des clubs qui ont été obligés de faire une avance de trésorerie. Et donc, ce qui fait que pour l'instant, c'est pas un truc qui est bien huilé. Donc là, tu vas aller proposer à un joueur un contrat fédéral, il te faut des sous. Si au cas où la région et le département n'ont pas payé à temps, pour que toi, tu puisses pouvoir payer ces joueurs-là. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, la deuxième, tu as des joueurs qui travaillent pas, mais les clubs n'ont plus cette capacité à offrir du boulot à des joueurs. Hein. Faut pas qu'on se voile la face sur ça non plus. Hein. Donc voilà. Donc au niveau du club, on va aider le gars pour ses déplacements, etc., par des bonnes essences, etc. Donc c'est comme ça qu'on peut fonctionner, pas autrement. Et puis le nombre de contrats fédéraux aussi, a été revu à la baisse aussi, hein, au lieu de 5. Non. Voilà. Il n'y a eu aucun club qui a eu 5 joueurs fédéraux. Il n'y a eu aucun club qui a eu 5 joueurs. Non, il y a eu 2. Alors, Gosier et 2 fédéraux. Oui. Non. Au départ, il y en avait plus que ça, Steve. Il y en avait plus après, que ça. Ils sont partis. Au départ, il y avait 3. Il y avait 3 au départ. Au Gosier. Tu parles de Gosier? 3. Oui, Gosier, 3. Moi, je te parle de Jeunesse Évolution, il y en avait 5. Oui. Ah, je ne sais pas. Ah, Jeunesse, je sais. Voilà, Jeunesse. Ce qui est sûr, c'est que la région, pour être complet concernant la situation de ces contrats fédéraux, la région a dit simplement qu'elle allait prendre seulement 2 contrats fédéraux. 2 contrats fédéraux. Tout à fait. Mais sauf que là, la donne a changé et le club devra verser 200 € pour participer, alors que à la base, c'était prévu le mix conseil départemental et conseil régional. Moitié-moitié. Mais il s'est trouvé que sur le plan financier, encore une fois, il y a eu quelques difficultés. Donc, il a fallu aménager le contrat fédéral. Mais tout ça encore, ça revient à dire que sous le plan social, ça va être très compliqué. Je l'ai dit tout à l'heure que ne serait-ce que par rapport aux entreprises, avec la reprise, comment seront-elles? Est-ce qu'elles auront les moyens de poursuivre leur activité? Est-ce qu'elles auront les moyens de conserver leurs salariés? Donc, et parmi ces salariés, tu as des joueurs. Et donc, ça fait un ensemble de choses que, manifestement, c'est très difficile de pouvoir justement attaquer ce volet social pour les joueurs de football amateur chez nous. Et est-ce que le problème se pose, Charles Raguel, est-ce que le problème se pose au niveau de la Juventus de Sainte-Anne, problème social? Ah bien certainement, nous sommes logés à la même enseigne que la majorité des clubs de la Guadeloupe, c'est-à-dire qu'on a des joueurs qui ne travaillent pas, effectivement. Et le contexte économique étant morose actuellement, les choses risquent de ne pas s'améliorer avant un bon moment. Bon, nous essayons effectivement d'aider tant que faire se peut les joueurs de façon ponctuelle, mais c'est vraiment des petites aides. Ces aides répondent à quoi? En quoi? Comment? Ces aides répondent en quoi? Nous essayons de les aider. C'est les aider pour leur déplacement, des frais de déplacement, des choses comme ça. Mais ça va pas chercher très loin. Faire des chaussures, etc. Mais ça, c'est pas... Par exemple, le contrat fédéral, pour avoir des contrats fédéraux, ça suppose que le club a une trésorerie qui sera relativement solide. Hein. Puisque, effectivement, si on compte, les subventions n'arrivent jamais, généralement, les subventions ne sont jamais versées à temps, mais le joueur, il n'attend pas, lui. À la fin du mois, il faut qu'il soit payé. Donc, surtout quand on est amené à faire venir quelqu'un de l'extérieur. De l'extérieur, c'est encore plus compliqué. Donc, Et au niveau du stade, d'Amantinois, vous vous êtes pas penché sur la situation, Michael?
Oui, non, mais tout en à fait. termes de contrat fédéral? Alors, au-delà même du contrat fédéral, les associations sportives ont une mission d'utilité publique. Il faut se dire les choses clairement. Aujourd'hui, les associations sportives sont là pour juguler un peu les problèmes qui se posent au niveau de notre société. Les jeunes footballeurs de maintenant qui doivent être accompagnés aussi bien dans leur projet sportif, mais aussi dans leur projet de société. Parce qu'on se retrouve avec des jeunes qui sont soit en rupture du système scolaire, soit en difficulté. Donc, les associations sportives aujourd'hui, notamment le Stade de la Montinois, mais les autres, ont un accompagnement à faire vis-à-vis des jeunes sportifs, les aider à s'inscrire à la NPE, les aider à la mission locale, faire un certain nombre de démarches qui permettent justement à ces jeunes-là de pouvoir s'intégrer dans la société d'aujourd'hui. Et ça, c'est un travail qui existe et qui sera de plus en plus mis en avant justement par rapport au contexte économique dans lequel on est. Parce qu'on a plein de jeunes qui sortent du système scolaire et qui n'ont que les clubs pour pouvoir essayer, en tout cas, de leur permettre de s'intégrer dans la société d'aujourd'hui. Et ça, on le voit de plus en plus avec nos jeunes footballeurs qui ont le bac et qui ne savent pas trop quoi faire après le bac, qui sont un peu perdus et qui comptent sur le club pour pouvoir, au moins, en tout cas, dans un premier temps, de pouvoir les aiguiller pour leur permettre justement de continuer à faire des démarches administratives. Et ça, c'est une réalité de la Guadeloupe. Et je crois qu'on n'insiste pas assez là-dessus. C'est-à-dire que les clubs aujourd'hui ont ce devoir social vis-à-vis de ces jeunes, bien sûr avec des moyens limités, mais au moins de pouvoir mettre en place avec eux leur projet individuel. Bon, alors, messieurs, et ce sera véritablement ma dernière question, à l'idée de la reprise des compétitions, est-ce que vous êtes optimiste, Jean-Yves? Ah, mais complètement. Comme je disais tout à l'heure, on saura ça demain. Demain, le COMEX va se réunir et ils vont voir dans quelle mesure nous allons pouvoir reprendre. Mais je crois qu'on a encore entendu ce soir aux informations que le virus est en perte de vitesse. Donc, et bien entendu, en respectant pour l'instant les gestes barrières, nous allons pouvoir reprendre progressivement une vie normale. Bon, moi, je mise pour une reprise début septembre chez nous, oui. Et en plus, on a la période cyclonique qui va nous arriver et vu les prévisions, c'est pas top non plus, quoi. Donc on a encore des moments difficiles qui nous attendent. Il faudra faire preuve de pragmatisme pour pouvoir reprendre les choses tranquillement, sereinement. Et puis je crois surtout que le confinement nous a amené à réfléchir, à penser sur nous-mêmes et à nous dire que voilà, peut-être qu'il y a des choses qu'il faudrait que nous revenions à des choses plus simples, plus basiques et ne pas se compliquer la vie sur des choses pour lesquelles nous n'avons pas les moyens de faire, quoi. Donc, c'est ça. Oui, et la volonté, on le sait, la volonté de la Ligue guadeloupéenne de football, c'est de faire en sorte que les compétitions reprennent. Eh bien, à la fin du mois d'août, on saura, comme vous venez de le dire, Jean-Yves, on aura l'information dès demain. Alors, messieurs, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Un tour de table rapide. Juste pour la conclusion, je commence avec vous, hein, Jean-Yves, pendant qu'on y est. Déjà, je vais présenter les félicitations à Januel. C'était de lui présenter tous mes encouragements et lui dire que ce n'est que le début. Et je vois déjà qu'il a une forme de maturité qui lui permet de réfléchir et de se dire que ce ne sera pas facile. Le chemin sera long, le chemin sera semé d'embûches et que je pense qu'il a son frère, sa famille, ses parents qui seront là pour lui. Il a aussi son club avec son président. Hein. Je pense que tout ce beau monde est très proche de lui et il saura se retourner vers eux pour le soutenir. Et il en aura bien besoin. Parce qu'on a vu des gamins partir avec un gros potentiel et puis en cours de parcours, c'est la désillusion. Ouais, mais surtout parce que faut pas écouter le copain d'à côté, d'aller foutre le bordel dans une soirée haute et puis et de se faire virer du centre. Voilà l'exemple. Donc, ce sera à lui d'avoir la tête sur les épaules et de se dire qu'il est là pour un objectif très précis et de ne pas s'occuper des autres, mais de s'occuper surtout de son encadrement et des gens qui seront là pour seront là pour le guider. Parfait. Alors, Januel, justement. Sinon, je vais terminer en disant que je souhaite à tous une bonne reprise
et puis de se dire que le chemin sera long. Le chemin sera long et difficile, mais faudrait être bon. C'est vrai, c'est vrai. Restez toujours avec nous, Jean-Yves. Alors, Jean-Yves. Oui. Oui, moi, ta conclusion. Je tiens à remercier le Stade Amantinois, les personnes qui m'ont accompagné depuis que j'ai commencé le foot, à l'âge de 5 ans, mes parents et mes frères. Je remercie toutes les personnes qui sont sur le plateau aujourd'hui pour leur soutien. Et après, on verra par la suite. Ouais. Tu arriveras, j'en suis sûr. Michael. Merci. Oui, merci en tout cas, Richard, d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel ce soir, car j'ai pu réunir les deux frères Bélotian. J'apprécie, Michael. Et ça, franchement, c'est beau. D'autant plus que tu as oublié de le préciser, mais les deux sont licenciés au Stade Lamantinois. Oui, c'est vrai, je sais. Les deux ont été formés par le Stade Lamantinois. Donc, non, mais sincèrement, c'est beaucoup d'émotions ce soir pour moi en tant que président, parce que ce soit Willem, que ce soit que Janu, c'est une politique qui a été mise au sein du club depuis des années par les anciens présidents, notamment M. Gahadim, et moi qui lui ai succédé, et de voir ces jeunes avec une telle maturité et aussi une belle image de la Guadeloupe, car il faut le dire, ce sont des beaux jeunes Guadeloupéens, et ça c'est quand même valorisant pour nous dans un contexte qui est assez difficile, il faut le reconnaître. En tout cas, merci Michael. Et merci pour ces jeunes Guadeloupéens en tout cas. Merci beaucoup, Michael. Je voulais rajouter aussi... oui, vas-y. J'ai oublié de remercier le Pôle. Oui. Le Pôle Espoir. D'accord. J'ai été accompagné pendant 2 ans avec Pierre Feltro et Jocelyn Goma et Cédric Cellini. Donc je salue remercier aussi et tous mes coéquipiers. Ils t'ont certainement entendu. Willem. Je tiens à vous remercier déjà pour l'invitation. Et puis, c'est un plaisir pour moi d'avoir pu assister à cette conversation football, même si je ne m'y connais pas trop, mais bon. Ouais. Et puis, je lui souhaite bon vent et je sais que je serai toujours à ses côtés pour le soutenir en tout cas. Merci beaucoup, Willem. Charles, Raguel. Mes mots, ça serait pour vous remercier de nous avoir conviés à ce débat. Je profite pour féliciter nos jeunes sportifs qui sont sur le plateau. Ce sont des exemples pour les jeunes générations. S'agissant du football en particulier, la saison va certainement démarrer, je pense, si les conditions le permettent, vers la mi-août ou la fin août. Je souhaite à chaque club de football en particulier donc une bonne reprise et qu'il fasse, malgré les difficultés qui seront certainement nombreuses, fasse une bonne saison 2020-2021. Merci. Parfait, Charles Raguel. Gaby Troupé. Oui, un peu pareil. Merci pour l'invitation et bonne saison à tout le monde. Voilà. Steve. Merci. Il a fait court, on va essayer de faire court aussi, mais c'est surtout remercier nos deux Bégotiens aussi qui sont venus à l'émission ce soir, et je leur souhaite surtout un bon parcours à tous les deux, parce qu'ils ont encore beaucoup de choses, et j'espère qu'ils porteront très haut le drapeau guadeloupéen et qu'ils feront honneur à nous. Donc on leur met un petit peu de pression encore pour mais qui nous aident et tout ça, et j'espère que parmi tant d'autres sportifs qui sont des grandes métropoles, tu feras le nécessaire pour justement que tout le monde soit fier de toi. Et je remercie le président, bien sûr, du Stade Amantinois, les dirigeants aussi de la Juventus de Sainte-Anne, du club. Et je dis à tout le monde, et à Jean-Yves aussi, je leur dis à tout le monde à bientôt sur les terrains, pour les autres peut-être devant la télé, pour être aussi devant l'athlétisme. Et à très bientôt pour le sport, et vive le sport et vive le football. Merci à vous. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé dans cette émission. Je remercie également nos amis téléspectateurs qui nous regardent quasiment tous les mercredis. En tout cas, nous sommes là pour vous distiller de la bonne information concernant le sport, singulièrement le football, et pourquoi pas aussi l'athlétisme. Bonne soirée à tous et à très bientôt sur votre télé, à savoir Canal 10. Au revoir. Au revoir. Merci aussi à notre ami Kevin, surtout à notre ami Kevin. Attention aussi.